Ventilation. Alors, gros problème de savoir comment présenter la ventilation et les spécificités de la ventilation en pédiatrie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, d'accord? Parce qu'on va utiliser les mêmes modes que vous utilisez, que ce soit en volume, en pression. On va utiliser les mêmes, les APRV, la Vive, enfin tout ce que vous voulez. Donc d'aller rechercher des spécificités, c'était un peu un challenge. Voilà. Donc, comme premier truc, comme introduction, je vais laisser Gilbert le dire. C'est la phrase que je vous avais mis sur l'historique. Voilà, comme quoi vraiment l'enfant est quelque chose de vraiment très très spécifique. Le plan comportera tout ceci, quoi. Donc, bien évidemment, comme pour l'hémodynamique, j'ai parlé du sepsis. Pour la ventilation, je vais parler du SDRA. Le contexte des indications. Comme on avait vu, il y a moins de fibres musculaires, il y a moins de réserve, les décompensations sont plus rapides. Voilà. Mais en contrepartie, il y a plus de possibilités de récupération. Pierre-Louis vous en a déjà parlé. Après, ça c'est un peu côté matériel. Nos sondes d'intubation commencent à la charrière 2. Quand vous êtes à 7, 7,5, voilà, nous on peut commencer à 2. Alors que les sondes à ballonnet commencent à la charrière 3. Alors, les indications, en fin de compte, ça va être les mêmes que chez l'adulte, respiratoire, hémodynamique et ou neurologique. La seule chose, c'est que j'ai mis les pathologies les plus souvent rencontrées, nous, en respiratoire, les SDRA, les pneumopathies infectieuses, bactériennes ou virales, l'origine centrale suite à une anesthésie de longue durée ou tous nos patients insuffisants respiratoires chroniques décompensés, et ou aussi, bien évidemment, les périodes aiguës de bronchiolite. On peut avoir bien évidemment les OAP et une insuffisance neuromusculaire, des choses qu'on voit quand même de manière assez régulière, que j'ai remis un peu par là. L'hémodynamique, bien évidemment, les états de choc, même si Pierre-Louis a mis un petit bémol sur le fait qu'on ne les intubait plus de manière aussi systématique qu'on a pu le faire. Et puis neurologique, bien évidemment, quand le Glasgow, et on utilise les mêmes scores, comment est inférieur à 8. Et puis toutes les petites pathologies, les pathologies neuromusculaires qu'on peut rencontrer en réanimation, comme les Guillain-Barré ou les myopathies qu'on découvre en période néonatale. Alors, les respirateurs. Moi, je vous ai mis d'abord les deux plus anciens. Voilà, donc celui-là, à la limite, on l'oublie parce qu'on est en train d'essayer de tous les changer depuis le faire. Celui-là, c'était un respirateur purement néonatal, ou avec lequel on ne ventilait pas les plus de 3 kg, et puis qui ne fonctionnait que en pression contrôlée. On avait de vagues possibilités d'avoir ce qu'on appelait le volume garanti, etc. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très très spécifique de la néonatologie. Et puis à un moment donné, on avait aussi ceux-là qui pouvaient presque faire les deux, mais on était quand même limité avec le nouveau-né de moins de 2 kg, parce que en dessous de 10 ml de volume courant, il était plus très 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 précis. Mais ça reste encore un respirateur de réanimation, on va dire correct. Voilà. Et donc là maintenant, oui c'est vrai, ça marche toujours pas. Et maintenant on est passé plutôt à ce qu'on appelle des ventilateurs qui peuvent tout faire. Donc ceux-là vous devez les connaître en fonction de ce que vous avez dans vos services. Donc bien évidemment le V500. Donc la seule chose qu'on a comme possibilité, c'est d'avoir des V500 mais avec option néonatale. Voilà. Donc nous on a le même respirateur et avec lequel par exemple s'il fait plus de 15 kg, on va utiliser cette configuration-là avec le bloc XP et puis le capteur de débit. Et par contre, s'il fait moins de 15 kg, on va utiliser le côté avec un bloc XP différent, et où là vous verrez, on a un détrompeur, c'est-à-dire qu'on n'a plus de capteur de débit, mais par contre on a un monitorage de volume courant via un capteur de débit proximal qui se trouve juste avant la sonde d'intubation. Donc voilà, et là vous voyez maintenant avec ce type de respirateur, on peut avoir des volumes courants à partir de 2 ml. Donc là, ça commence à être tout à fait correct pour ventiler même le 600 grammes. Voilà. Et puis, bien évidemment, avec ces respirateurs, on peut faire tous les modes qu'on peut utiliser. Et en pédiatrie ou en néonatologie, on peut utiliser quasiment tous les modes. Pour être égaux et puis ne pas faire de jaloux dans les fabricants de respirateurs, alors bien évidemment, j'ai cité que Maquet et Drager, mais bien évidemment, il y en a d'autres. Mais c'est peut-être les plus courants, les plus utilisés. Donc on a aussi des cerveaux U. Alors le cerveau U, c'est l'évolution du cerveau I, peut-être que vous connaissez,
mais avec lequel, de la même façon, il y a une option néonatale à l'intérieur qui nous permet de, pareil, de pouvoir avoir des volumes courants aux alentours de 2 millilitres de manière fiable, etc. Et si on a acquis ce type de ventilateur, c'est surtout pour avoir la Nava, dont je vais parler un petit peu après. Alors, bien évidemment, hein, dès qu'on met ce qu'on appelle des capteurs de débit néonataux, eh bien, ça entraîne potentiellement quelques soucis de monitorage et puis quelques soucis divers et variés. Donc là, on a décidé d'utiliser le capteur de débit néonatal que pour les patients de moins de 3 kg. Ben, les modes stratégiques, vous allez voir qu'au départ, il n'y a pas de grands changements, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les modes en pression contrôlée ou en volume contrôlé, grosso modo, eh bien, on va essayer de viser pour une ventilation classique un volume courant aux alentours de 5 ml/kg. Notre plus grande attention, mais comme vous aussi, hein, en ventilation des réanimations adultes, ça va être la synchronisation du patient, hein, qui a montré de manière tout à fait probante comment que ça diminuait le temps d'intubation, le temps d'hospitalisation et la mortalité-morbidité. On a une petite spécificité avec où on est très attentif sur les dangers d'une SiO2 un petit peu trop importante ou d'une danger d'une hyperoxie, parce que ça jouerait sur la croissance alvéolaire. Alors après, sur la production de radicaux libres, des choses que vous connaissez, nous, notre autre spécificité, c'est pour les petits, les prématurés ou les nouveau-nés, c'est qu'une PaO2 trop élevée pendant trop longtemps peut entraîner une cécité. Voilà, ça fait partie des complications connues. Et puis après, l'autre petite spécificité, c'est d'adapter la fréquence respiratoire par rapport à l'âge. Donc voilà, toujours le même type d'algorithme. Alors là, en essayant d'en donner que 3 au lieu des 6 ou 7 qu'on donne habituellement. Et puis, bien évidemment, aussi le niveau de pression expiratoire positive est un peu plus faible. Alors là, plus dans les sensibilités néonatales. Alors, dans les sensibilités néonatales, on est confronté à une petite problématique qui est la grande sensibilité des vaisseaux sanguins cérébraux aux différences d'hypercapnie et d'hypocapnie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai mon petit préma qui arrive, etc. Il vient de la salle de naissance, voilà. Il a 80 de saturation, on met un petit peu d'oxygène, et puis lui, tout de suite, paf, on va l'intuber, on va lui mettre son CuroSurf, et puis on va fermer la porte de la couveuse et on va lui foutre la paix. Mais sauf que là, il va falloir baisser les constantes de ventilation, parce que tout d'un coup, paf, avec le surfactant, on lui aura ouvert les alvéoles, on aura amélioré les échanges gazeux, et donc lui qui, si on avait fait des gaz, on aurait vu qu'il était hypoxique, mais surtout un peu hypercapnique. Ben, si on baisse trop vite la ventilation, eh bien, on va jouer sur les vaisseaux sanguins cérébraux, c'est-à-dire que l'hypercapnie fait une vasodilatation, l'hypocapnie une vasoconstriction. Donc si on fait les choses un petit peu trop rapides, ben, on va se retrouver avec le vaisseau qui fait ça, comme ils sont très fragiles, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc on est obligé d'y aller un petit peu doucement. Sur l'hyperoxie, je vous ai parlé des risques de la rétinopathie, voilà, donc de risque de cécité. Et on va dire que dans la période néonatale, seules les hypoxies sévères sont vraiment dangereuses. L'autorégulation est limitée. Ils sont extrêmement sensibles aux stimuli, c'est-à-dire qu'on arrive dans la chambre, hein, voilà, on marche comme ça, tout de suite, là, il y a Pépère qui s'agite un peu et il va désaturer. D'accord ? Donc on a un gros effort d'éducation à faire vis-à-vis des infirmières, parce que comme ça on arrive, on fait du bruit. L'enfant désature, il était à 96 de saturation, il va descendre à 86, mais relativement rapidement. Et donc là, l'infirmière va avoir peur, elle va commencer à vouloir mettre de l'oxygène et augmenter la FiO2. Là, on dit toujours, attends 2 secondes, fais plus de bruit, attends. Et voilà, et les 9 dixièmes du temps, ça remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que les hypoxies profondes qui sont vraiment sévères, où là, ça n'arrive pas à augmenter. Là, on est obligé d'augmenter l'oxygène, etc. Mais on se retrouve avec des situations assez pénibles, c'est-à-dire que voilà, on marche, tac, 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 voilà, ça fait un peu de bruit, il désature. Bon, des fois, on est obligé de faire de la haute réanimation et de passer
de 25% de FiO2 à 26% de FiO2 pour retrouver un équilibre et tout, etc. Après, on s'en va, ça ressonne hyperoxy, tac, hop, on rebaisse. Enfin voilà, et on peut avoir des petites périodes comme ça un petit peu difficiles. Je sais que dans les cahiers des fournisseurs de respirateurs, ils aimeraient trouver des espèces d'algorithmes qui relieraient la saturation à la FiO2 sur les respirateurs néonataux pour faire en sorte qu'il y ait un espèce d'ajustement qui soit fait comme ça en permanence. Mais ça paraît très très compliqué étant donné qu'on sait qu'il y a un délai d'apparition, par exemple, de baisse de saturation par rapport à l'hypoxie. D'accord, l'enfant va devenir hypoxique, il va désaturer un petit peu après. Donc il y a toujours un temps comme ça qui est un petit peu long et qui est problématique. Sinon, vis-à-vis de nos prématurés, voilà, la spécificité néonatale, c'est, eh bien, voilà, même maintenant, ça se fait en salle de naissance. Et puis là, maintenant, avec notamment l'acquisition d'un nouveau vidéolaryngoscope, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Sur une détresse respiratoire simple d'un prématuré, qui est simplement liée à son déficit de surfactant, eh bien, le gold standard, c'est une intubation de très très courte durée, instillation de surfactant, ça s'instille directement dans la sonde d'intubation, et puis l'extubation se fait 5-10 minutes après, et on passe en VNI, et tout ça en moins d'une heure. Il existe en plus maintenant une méthode encore beaucoup plus simple, qui n'est pas vraiment une intubation, mais qui est quand même une espèce de petit tube qu'on met, on appelle ça la méthode LISA, et par lequel on peut injecter le surfactant et qui évite vraiment l'intubation. C'est un tuyau qui est beaucoup plus court, beaucoup moins large, pardon, que la sonde d'intubation. Voilà. Et donc pour ça, on peut essayer d'éviter les intubations, etc. Nous, souvent, ces prématurés-là, on les a même pas forcément en réanimation. Ils vont directement dans les services de néonatologie où il y a un secteur de soins intensifs et où ils font de la ventilation non invasive du prématuré. Et voilà, et donc on les a pas forcément en réanimation. Alors, autre spécificité du petit, c'est l'utilisation de la ventilation haute fréquence. Alors, il y a deux types d'appareils. Celui-là, il est un peu plus moderne que celui-là, mais celui-là est plus performant que celui-là. Voilà, donc là, vous voyez, grosso modo, quand on se met là, on est en Hertz. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est à 15 Hertz, on est à 900 cycles par minute. Donc ça vibre, ça fait une fréquence respiratoire extrêmement importante. On va voir les indications et les modalités un peu après. Mais voilà, et donc là, vous voyez, on n'a pas grand-chose à régler. On a une FiO2 à régler là. Ici, on règle la pression moyenne. Et là, ce qu'on appelle le pic à pic, qui va nous permettre de jouer sur la capnie. Donc, qu'est-ce que c'est que la haute fréquence? Un mouvement actif de va-et-vient avec un volume de gaz selon une fréquence réglée via une membrane avec un effet électrostatique. Ça rend un caractère actif à l'expiration. Ça nous permet d'avoir des volumes courants extrêmement faibles, qui en fin de compte représentent la ventilation de l'espace mort. Et surtout, c'est que ça va nous permettre de recruter des zones qui étaient mal ventilées dans des pathologies alvéolaires homogènes. Voilà, ça va limiter le volo et le barotraumatisme. Et voilà, pour votre gouverne, on joue sur le CO2 en jouant avec le pic à pic et sur l'oxygène en jouant sur la pression moyenne. Deux petites études pour montrer que finalement ça avait été quand même très étudié à un moment donné et que sur des études adultes ou de grands enfants, finalement, ils n'ont pas trouvé de grands bénéfices sur l'utilisation de la haute fréquence. Voilà. Et alors là, je l'ai mis parce que c'est assez rare d'avoir des études comportant autant de patients en néonatologie. Et donc voilà, cette revue de littérature qui avait montré qu'il n'y avait pas de grand effet sur la mortalité. Voilà, quelques morbidités neurologiques mais non significatives. Donc en clair, voilà, pour finir, l'utilisation de la HFO est surtout utilisée dans les SDRA réfractaires à la ventilation conventionnelle. En fin de compte, ce que ça va nous permettre potentiellement de ventiler des zones qui n'étaient pas bien ventilées avec la ventilation classique. Voilà. Donc souvent, c'est du 2-3 jours qu'on va utiliser ça, ou alors ça va être les services, par exemple les services de région, qui vont mettre le SDRA en attendant qu'on arrive pour cannuler les patients quand ils sont en SDRA et qu'on arrive en UMAC pour les cannuler. Alors justement, puisqu'on parle du SDRA,
Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le SDRA? Voilà, donc le palique, eh ben, vous l'aviez vous aussi en adulte. Nous, Monsieur Jouvet nous a mis les constantes pédiatriques. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Et ben voilà, sur le côté déjà néonat, on le reverra après avec l'ECMO, mais sur les critères, il y a les critères d'index d'oxygénation. Donc qu'est-ce que c'est qu'un critère d'index d'oxygénation? Le voilà. L'avantage du critère d'index d'oxygénation, c'est contrairement au fameux P sur F, qui est la pression partielle en oxygène divisée par la FiO2, ben là on prend en compte PM qui est la pression moyenne du respirateur, et que cette pression moyenne du respirateur représente bien évidemment l'agressivité de la ventilation, mais aussi tout ce qu'on essaye de faire pour corriger les hypoxies. Voilà. Donc c'est ça, mais sinon il y a les mêmes choses, il y a les critères radiologiques, etc. sur la définition du SDRA. Après, donc là, finalement, j'ai résumé ça sur une seule diapo parce que c'était pas la peine d'en faire 50. Puis j'imagine que ça, vous le reverrez de manière détaillée dans les futures sessions. Je pense qu'en réanimation, le SDRA est quelque chose qui va être testé, qui va être traité régulièrement. Ben, vous allez voir que finalement, en tout cas, au départ, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire que on va vouloir réduire bien évidemment de faire une ventilation protectrice. Pour ça, limiter la pression plateau. Hein, vous verrez, j'imagine que vous verrez tout un tas d'études qui ont montré l'importance de la réduction de ce pression plateau à 28 cm d'eau. On va réduire le VT pour éviter le volotochromatisme à 5-6 ml/kg. On va essayer de trouver une FiO2 minimale adaptée à une saturation cible, hein, mais ça peut être 88% de saturation. On va éventuellement tolérer une capnie permissive, voilà, permissive, mais avec un pH quand même supérieur à 7,15, 7,20. Et puis voilà, on va utiliser une PEP suffisante. Là, effectivement, contrairement à la ventilation classique, on va souvent se retrouver avec des PEP au-delà de 10 cm d'eau. Pourquoi? Pour tout simplement essayer, ça fait partie aussi des grandes recommandations de la prise en charge du SDRA. C'est un fameux driving pressure, qui est en fin de compte la différence entre la pression plateau et la pression la pression plateau et la PEP. Voilà. Et cette pression motrice, voilà, doit être aux alentours de 14-15. Pareil, il y a de très très belles études qui ont montré l'importance et qui ont montré que sur des pressions motrices inférieures à beaucoup supérieur à 14-15, ben, en fin de compte, c'était sûrement un niveau de PEP qui était insuffisant, et donc où il y avait une survie et une prise en charge qui était moins bonne. Pour le recrutement pulmonaire, bien évidemment, comme chez l'adulte, on utilise le décubitus ventral, même si encore il n'y a pas forcément de grandes études prouvant son avantage en pédiatrie, c'est en cours. Voilà, mais donc on l'utilise aussi. Et puis, bien évidemment, synchronisation du patient, utilisation de vasodilatateurs comme le NO et prévention des surinfections. Voilà. Il n'y a pas de grande spécificité. Alors, sur la surveillance, est-ce qu'il y a des spécificités? Pas tant que ça finalement, si ce n'est lié au matériel. Alors, lié au matériel, tout simplement, parce que là, vous voyez, là, de là à là, c'est mon capteur de débit néonatal. Donc, l'importance de la position des tuyaux pour pas qu'il y ait de l'eau qui tombe dedans, qui vont perturber le capteur de débit et perturber les mesures de VTE. Donc, voilà, on utilise de manière systématique des circuits bichauffés. Pourquoi? Parce que vous imaginez la taille de la sonde. Donc, on a besoin absolument d'être sûr d'avoir un air réchauffé, humidifié, parce que le moindre bouchon a des conséquences bien évidemment immédiates et dramatiques. D'accord, voilà. Donc on se doit absolument d'avoir des tuyaux bichauffés. Pour les sondes d'intubation, voilà, on se retrouve avec des sondes, ça c'était une sonde de 2. Voilà. On a des petits trucs sur les repères. Vous voyez, là on utilise les moustaches. Voilà, c'est qu'à partir du très grand où on utilise les cordelettes comme ce que vous utilisez vous pour tenir les sondes d'intubation. Sinon, jusque-là, nous, on utilise ce qu'on appelle des moustaches, voilà, pour tenir les sondes d'intubation. Chez le petit, on ne fait que des intubations nasales. Voilà, pourquoi? Parce que là,
à 0,5 près, à 0,5 cm près, soit vous êtes extubé, soit vous êtes dans la bronche, soit vous êtes à droite, d'accord? Donc là, bien évidemment, on se doit d'avoir une mesure du repère top moumoute. Donc pour connaître le repère, grosso modo, il y a des petits trucs, poids plus 7, et ça nous donne le repère. C'est-à-dire, lui, il doit faire dans les 1 kg, voilà, on doit être aux alentours du repère 8. Voilà, et bien évidemment, c'est mesuré avec une réglette et on mesure régulièrement la distance nez-cob pour pouvoir être sûr de la bonne position de la sonde d'intubation. Alors, les aspirations, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Ben non. On fait bien évidemment des aspirations à la demande. Donc, pour les bronchiolites, pendant la période hivernale, avec les épidémies de bronchiolite, ben là, c'est la galère. C'est quasiment toutes les 10 minutes qu'il faut aspirer les enfants quand ils sont intubés. Et puis, pour le prématuré, lui, on va lui foutre la paix plutôt. Et puis, il est relativement peu secrétant. Donc, on peut passer jusqu'à 6 heures sans aspirer notre patient. La sonde d'aspi, on doit faire très très attention à la sonde d'aspiration parce que bien évidemment, c'est très facile d'aller un petit peu plus loin. Et puis plus vous allez loin, plus vous risquez de taper la carène et de risquer des œdèmes, etc. avec des difficultés d'extubation après. Donc on a, voilà, sur nos sondes d'intubation, il y a un petit raccord, un petit niveau blanc qu'on ne dépasse pas pour voilà, être sûr de ne pas être délétère. Vis-à-vis du système clos, je ne sais pas si vous utilisez des systèmes clos dans vos réanimations. Voilà, donc pas une étude, une Cochrane quand même, voilà, qui avait repris 252 enfants, etc., pour voir quels étaient les effets potentiellement bénéfices du système clos, d'accord? Parce que de toute manière, ceux qui arrivent pour les vendre, ils vous vendent ça comme de la magie, que ça va limiter le dérecrutement, qu'il ne va plus y avoir d'infection ou très peu d'infections nosocomiales de pneumopathie acquise sous ventilation. Eh bien, en fin de compte, c'est pas prouvé. Voilà. C'est pas prouvé. La seule chose qu'on voit où on a fini par l'utiliser, c'est parce qu'on se dit quand même que potentiellement, pour l'enfant, et au final aussi pour l'infirmière, c'est une gestion qui est beaucoup plus simple. D'accord? Parce que voilà, c'est plus facile d'aspirer avec son système clos. Voilà, on n'a que un peu de FHA à mettre sur les doigts, comme ça on n'a pas la pince à gérer, on n'a pas tout ça à gérer, c'est ça. Mais de toute manière, comme on va aspirer, on va faire automatiquement un dérecrutement, puisqu'on va passer d'une pression positive à une pression négative. Voilà, donc on fera du dérecrutement. Pour les infections nosocomiales, bien évidemment, je pense qu'il faudrait suivre à la lettre les recommandations du fabricant. Mais en ayant appelé tous les copains, copines des autres réanimations, ils ne les suivent pas parce qu'ils vous demandent de changer le système tous les jours. D'accord? Donc, ça représente une somme absolument phénoménale voilà, d'utilisation. Donc, tout le monde les garde au moins 2 jours, 2-3 jours. Voilà. Voilà. Et comme si on utilise le système clos et que le patient est toujours ventilé, on va dire que voilà, il y aura peut-être un petit peu moins d'asphyxie ou de sentiment d'asphyxie quand on aspire. Le TCO2, que vous utilisez vous de manière récurrente, en pédiatrie c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que déjà c'est lourd au niveau du COB. Ça nous rajoute de l'espace mort puisqu'on le met après la rencontre des tuyaux inspiratoires et expiratoires. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a l'espace mort. Après ce raccord-là et jusqu'à la fin de la sonde d'intubation, c'est ça qui représente l'espace mort. Et donc vous imaginez que nous, on a déjà des sondes d'intubation qui sont un peu longues par rapport à l'enfant, ça représente déjà un espace mort. Tout ce qu'on rajoute de manière supplémentaire représente un espace mort. Et donc si vous avez un enfant de 3 kg avec un objectif de 5 ml, ça fait 15 ml, vous rajoutez un espace mort qui lui-même fait quasiment 10 ml, vous voyez un peu la gêne que ça peut occasionner, premièrement. Deuxièmement, comme c'est un système aspiratif et qu'on a souvent des fréquences qui sont élevées chez nos enfants, eh bien en fin de compte, il a un petit peu de mal à analyser. Si vous avez 62 fréquences, il a à peine le temps d'aspirer que déjà, tac, il y a une insufflation et il y a un cycle ventilatoire qui se fait. Donc en fin de compte, on s'est aperçu qu'on n'avait pas une grande corrélation de l'ETCO2 avec la mesure de la capnie en artérielle. Voilà. Et puis en plus, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait quasiment que sur les poumons sains. Dès que le poumon n'est plus homogène,
eh bien à ce moment-là, ça ne fonctionne vraiment plus bien. Voilà. Euh, voilà, c'était aussi la conclusion des experts. Voilà. Par contre, on a un petit truc qui est pas mal, qui s'appelle la mesure transcutanée de la PO2-PCO2 transcutanée. Donc c'est juste cette petite électrode qu'on met sur le thorax du patient. En fin de compte, c'est une électrode qui va chauffer aux alentours de 42 degrés. Ça va dilater les petits vaisseaux et ça va permettre d'analyser la PO2 capillaire, qui est une bonne enfin des capillaires artérialisés et qui va représenter une bonne tendance et des fois une bonne corrélation des chiffres. Ce qui va nous intéresser le plus, bien évidemment, ça va être plus la capnique que la PO2. Parce que la PO2, on va avoir au moins la saturation, et comme on va avoir des objectifs de saturation relativement basses, on ne va pas viser forcément 100% de manière systématique. Donc la PaO2 ne va pas forcément nous intéresser dans ces cas-là, mais plutôt la PCO2. Voilà pourquoi, par exemple, en fonction de ça, on va voir, vous voyez que on va avoir du mal des fois. Bon, là c'est un mauvais exemple parce que finalement, il avait réussi à me calculer une pression plateau. Mais là, vous voyez, on a 55 de fréquence, donc on a du mal à avoir une vraie pression plateau comme on peut avoir sur les courbes adultes. Voilà, et ça, c'est les tailles des différents bavus dont on peut disposer avec là le tout petit pour le moins de 2 kg. Le DV, bien évidemment, est aussi utilisé. Voilà, donc même sous ECMO. Avec comme particularité les DV qu'on utilise, je ne sais pas si vous utilisez la même chose, mais nous on fait systématiquement, on les met sur un, c'est pas un édredon, c'est un traversin. On met sur un traversin, on a tout un tas de trucs comme ça pour les mettre, voilà, pour pas qu'ils soient complètement écrasés, et voilà, et avec protection de la tête, etc. Et après, on a les mêmes impératifs que vous pouvez avoir, les mêmes galères et risques de bouger des cathéters centraux, enfin, d'y faire, voilà. On a les mêmes problématiques. Maintenant, le sevrage. Alors, le sevrage, c'était une bonne introduction pour essayer de vous parler de la NAVA. La NAVA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est une sonde gastrique qui va être, enfin, c'est une sonde gastrique, bien évidemment spéciale, voilà, mais qui, en fonction d'un certain algorithme proposé par le respirateur, on va la positionner à un endroit bien précis. Et sur le respirateur, on va avoir des courbes qui vont nous dire si oui ou non elle est bien positionnée. Il faut qu'elle soit positionnée en regard du diaphragme. Et en fin de compte, comme la sonde gastrique va être en regard du diaphragme, ce serait comme quasiment une échographie hein, pour regarder au plus près comment la fonction cardiaque. Mais là, c'est donc via cette sonde gastrique, voilà, positionnée au niveau du diaphragme, qui va permettre de synchroniser au mieux le patient avec son respirateur. Pourquoi? Parce qu'il va être au plus près pour détecter les moindres mouvements diaphragmatiques et le synchroniser avec le respirateur. C'est voilà, c'est vraiment un truc vraiment pas mal. Il y a eu énormément de publications qui ont été faites et qui ont montré son avantage dans le sevrage, dans la durée de ventilation. Il y a même un article qui est paru là ce mois-ci et dans Pédiatrique et Critical Care qui montre que voilà, ça baisserait la durée de ventilation et la durée d'hospitalisation en réa. Voilà. Et donc ça donne en plus des activités sur le diaphragme, on voit vraiment bien, voilà, c'est un petit peu, ça nécessite un petit peu de s'approprier la technique pour vérifier la bonne position de la sonde gastrique pour être sûr, mais les algorithmes sont vraiment bien faits, on n'a rien qu'à voir sur les écrans du respirateur, on sait si on est bien placé ou pas. Sur le sevrage, les choses qu'on ne fait pas par rapport à ce qui peut se faire en réadulte, on ne met pas du tout de raccord en T, parce que c'est un peu problématique. Ça demanderait beaucoup trop d'efforts aux patients. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez une tige de bambou de 10 mètres, voilà. À part faire les commandos marines pour y arriver, sinon on n'y arrivera pas. D'accord? C'est très 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 compliqué. Et donc on ne fait pas de VS sur tube parce que pareil, on les épuiserait. Donc en fin de compte, pour voir si le patient est extubable, ben voilà, grosso modo, faut qu'il soit réveillé. On voit rien qu'avec les modes de ventilation qu'on peut voir à l'heure actuelle, on voit la fréquence spontanée qu'ils peuvent avoir à faire. On peut jouer aussi, bien évidemment, avec les niveaux d'aide, et voilà, pour voir s'il arrive à se débrouiller tout seul. Et puis surtout, c'est qu'on regarde si, au niveau de la VM, s'il y a des fuites ou pas. S'il n'y a pas de fuite, ça peut nous embêter parce que ça peut être signe éventuellement d'un risque un peu d'œdème, mais donc au cas où,
on pourra prévoir quelques aérosols pour pallier à cette problématique. Et voilà. Si vous avez des questions, voilà, exprès, je n'ai pas parlé des modes ventilatoires purs et durs, parce que c'est les mêmes que vous. On utilise la PRV, on utilise la Vive, enfin voilà, on utilise les modes de pression en volume, en mode volume contrôlé ou pression contrôlée. S'il est un peu malade, on ira plus facilement sur du volume contrôlé, mais voilà. Vous avez des questions sur la ventilation? Et par rapport au stand d'intubation, qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé les petits à ballonnet, dans quelle indication vous avez utilisé? Eh ben, quasiment, si on est sur à partir du 3, à partir des sondes d'intubation de 3, on met quasiment que du ballonnet. Alors nous, c'est dans notre expérience à nous, parce que dans notre service, comme on est une réanimation mixte, et qu'on a quand même un recrutement important de patients en détresse respiratoire sévère, parce qu'on va jusqu'à l'ECMO, effectivement, pour avoir une ventilation le plus efficace possible, il faut qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on a tendance à ventiler tous nos patients avec un ballonnet. Dans la plupart des réanimations néonatales, ça sera des sondes sans ballonnet qu'ils utilisent par habitude. C'est vraiment pour le nouveau-né, en fait, sans ballonnet. Ouais. Alors après, chez le grand enfant, c'est majoritairement des ballonnets. Il y a quelques indications de non-ballonnets, en particulier les patients neurologiques. C'est assez théorique, mais effectivement, les patients neurologiques qui peuvent avoir des atteintes du tronc cérébral, ou en tout cas une mobilité des voies aériennes différentes, en fait, s'il y a un ballonnet, ça frotte toujours au même endroit. En fait, c'est en théorie, donc ça donne plus de détresse post-intubation. Donc on peut plutôt les intuber avec une sonde sans ballonnet. Mais à contrario, s'il faut des inhalations, c'est bien d'avoir un ballonnet. Donc on est quand même très largement sur des ventilations à ballonnet sur les réanimations pédiatriques. Et on est en train de tester, alors les copains de Debré ont ça depuis 2 ans maintenant, mais c'est un petit système assez génial, relativement simple, de mesure et d'adaptation de la pression du ballonnet en permanence. Voilà. C'est-à-dire qu'on relie un petit système de soufflet. Voilà, on règle le soufflet en fonction de comment est gonflé le ballonnet. On a des petits abacs pour savoir à combien il est gonflé. Et voilà, et donc si ça se dégonfle un peu ou ça se regonfle, bien évidemment, il joue très très peu si ça devient, comme on va le vérifier régulièrement au cas où on regonfle et puis on fait ça. Et donc ça adapte en permanence pour avoir une occlusion parfaite, on va dire, de ton ballonnet. Et et sur les premières études que monsieur Stéphane Deger avait fait, il avait quand même montré une baisse des pneumopathies acquises sous ventilation. Voilà. Donc ce qui est pas mal. Et puis peut-être aussi, même si on n'en a pas beaucoup, mais le ballonnet est toujours risque d'œdème. D'œdème trachéal post-extubation. Et et ce petit système-là nous empêcherait d'avoir en tout cas les limiterait de manière significative. Oui, ça permet d'avoir un contrôle continu et d'éviter éventuellement ce qu'on faisait plus souvent, de dégonfler les ballonnets régulièrement pour essayer justement de limiter. Alors ça, l'avantage théorique, je dégonfle le ballonnet, donc je laisse un peu la membrane perfuser, la trachée. L'inconvénient, c'est que chaque fois que vous dégonflez un ballonnet, les sécrétions au-dessus du ballonnet, elles tombent. Parce que vous voyez ici, vous dégonflez le ballonnet, le patient il tousse. Vous lui avez envoyé des sécrétions qui stagnent. Il y a des sondes maintenant, alors ça, je ne crois pas qu'elles soient disponibles en pédiatrie, des sondes qui permettent l'aspiration rétrotrachéale d'une certaine manière, pour éviter justement les inondations répétées par ces sécrétions qui sont pourvoyeuses de pneumopathie d'inhalation.